Aujourd'hui, on s'est dit, il faut que les intervenants communautaires en réduction des méfaits ou en prévention des ITSS, il faudrait qu'ils connaissent mieux les milieux ouverts, comme on a parlé de ce matin, parce que souvent, les groupes communautaires en réduction des méfaits, ITSS, vont intervenir dans les établissements de détention, mais ils connaissent un peu mieux ce contexte-là. Mais on voulait ce matin mieux connaître ce réseau-là. Donc, on va avoir deux invités qui vont nous parler des milieux correctionnels ouverts, notamment les rôles et les mandats des maisons de transition, ainsi que la direction des services professionnels et correctionnels. Alors, nous avons deux invités. La première à présenter est Nancy Corriveau. Elle est directrice professionnelle à la direction des services professionnels correctionnels de Mauricie, Centre du Québec. Et nous aurons ensuite David Henry, qui est directeur général de l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Alors, Mme Corriveau. Alors, bonjour tout le monde. On va essayer de démystifier un peu cette bibite qui est les services correctionnels du Québec. Je vois des visages dans la salle qui connaissent bien, des gens qui y travaillent, des gens avec qui on collabore aussi fréquemment, mais pour certains organismes, parfois c'est plus méconnu. Alors, j'ai essayé de vous faire un petit cours de service correctionnel 101. On va passer rapidement là-dessus avec un petit diagramme, au moins pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, Service correctionnel du Québec, donc ça inclut milieu fermé, milieu ouvert. Donc, dans les milieux fermés, nous avons les établissements de détention provinciaux, donc les sentences de 2 ans moins 1 jour et moins, ainsi que les personnes qui sont prévenues, donc en attente d'une sentence. Ce qu'on va parler davantage aujourd'hui, le milieu ouvert, en fait, donc la direction des services professionnels correctionnels. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des services professionnels correctionnels? Alors, vous avez tous entendu parler des agents de probation qui font le suivi, etc. Donc, 2 fonctions en particulier. L'évaluation, les fameux rapports présententiels, donc les RPS dans le jargon, et les évaluations correctionnelles qui se font en détention également, qui relèvent là, des agents de probation. Et le suivi des mesures, donc 2 types de mesures en particulier, les mesures sententielles dans la communauté et les mesures correctionnelles. On va faire la nuance un petit peu plus loin, rapidement, parce que le but, c'est d'aller vers les enjeux et les solutions gagnantes. Donc, les mesures sententielles dans la communauté comportent, j'en ai mis 3 en particulier, le service communautaire, on les appelle souvent les travaux communautaires, l'ordonnance de probation et l'ordonnance d'emprisonnement avec sursis. Et dans les mesures correctionnelles, la permission de sortir et la libération conditionnelle. Il y a des nuances à faire qui sont importantes au niveau du cadre légal, parce que le cadre légal est un de nos enjeux principaux dans notre travail. Donc, le suivi dans la communauté plus particulièrement. 2 fonctions en particulier, 2 volets, donc l'accompagnement et l'encadrement. Dans l'accompagnement, évidemment, des interventions en réinsertion sociale et dans l'encadrement, des interventions de contrôle. Vous voyez apparaître le mandat des services correctionnels. Donc, on a un mandat qui a 2 volets, donc celui de protéger la société et celui de favoriser la réinsertion sociale des contrevenants. Alors, on voit se dessiner notre enjeu principal, l'aide et le contrôle. Il s'agit d'un défi assez particulier parce que jumeler ces 2 volets-là, c'est pas toujours facile, c'est un défi au quotidien. Les enjeux. Quels sont les enjeux principaux à la direction des services professionnels correctionnels? Je me permets de vous parler du cadre légal. Le cadre légal est un défi en soi. On doit naviguer à l'intérieur de ce cadre légal-là. Pour nous, c'est notre quotidien. C'est parfois plus facile, parfois pas toujours évident, mais c'est surtout pas facile de s'y retrouver pour nos partenaires, donc pour les différents organismes. Une personne en probation, une personne en libération conditionnelle, quand on dénonce des manquements, quand on a la latitude de dénoncer ou pas dénoncer. Alors, le cadre légal est nuancé selon les mesures. Par exemple, une personne qui est sous une ordonnance de probation avec suivi, on peut dénoncer un manquement, évidemment, tout dépendant des circonstances. Certains vont dire on doit dénoncer. Tout est relatif, selon le profil de la personne et tout ça. Si on regarde une personne qui est en libération conditionnelle, on a vu tantôt mesure correctionnelle. Donc, on est dans une mesure correctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire une mesure correctionnelle?
liées à l'établissement de détention. À la base, on a une peine d'emprisonnement. Donc, on a beaucoup moins de latitude dans une mesure correctionnelle, par exemple, comme la permission de sortir et la libération conditionnelle, au niveau des manquements. Donc, le cadre légal est beaucoup plus rigide. Si on s'en va vers les mesures dans la collectivité, donc les mesures de suivi dans la communauté, le cadre d'une probation va être un peu plus flexible que le cadre d'un emprisonnement avec sursis. Pourquoi? Je viens de le dire, un emprisonnement avec sursis, le juge, lors du prononcé de la peine, a statué sur la possibilité de cette personne-là, du contrevenant, de purger la peine dans la collectivité plutôt que de l'envoyer dans un établissement de détention. Donc, moi, je dis toujours aux personnes, c'est comme s'il y avait un peu un élastique qui te liait à l'établissement de détention, parce qu'en cas de manquement, tu pourrais retourner à l'intérieur des murs. Vous comprendrez que le cadre légal est géré différemment dans ce contexte-là. Donc, les devoirs, les pouvoirs varient selon les mesures. Évidemment, je n'irai pas dans le détail ici ce matin. Certains d'entre vous connaissez assez bien ces mesures-là. Pour d'autres, il y a quand même des sources d'informations qui sont disponibles, par exemple, sur le site du ministère de la Sécurité publique. Donc, enjeu principal, le cadre légal. Deuxième enjeu, la référence vers des organismes. La base, on doit connaître les ressources pour référer des gens. Hein? Ça va de soi. Donc, on souhaite évidemment se connaître davantage. On fait affaire avec beaucoup de ressources déjà, mais il y a toujours place à l'amélioration. On en parlait ce matin et c'est agréable d'être ici aujourd'hui puis de rencontrer des gens de différentes ressources pour démystifier des choses et connaître la réalité de l'autre. L'accessibilité. L'accessibilité aux ressources et la référence peut être parfois difficile. On parlait tantôt avec Chantal et Natacha des préjugés par rapport à la clientèle judiciarisée, par exemple. Et parfois, ce n'est pas une question de préjugés, hein, c'est une question d'organisation des services. Il y a certaines ressources qui peuvent demander à la clientèle d'attendre d'être libérée avant d'amorcer une démarche. Je comprends, mais ce n'est pas l'idéal. Parce qu'avec la clientèle qu'on a au niveau correctionnel, ça fait en sorte que si on n'amorce pas parfois le pont avant la libération, par exemple, on risque de perdre notre personne. Hein? La personne va moins se mobiliser rendue à l'extérieur. Donc, on souhaite évidemment que des démarches puissent être amorcées, par exemple en milieu fermé, et qu'ils puissent avoir une continuité en milieu ouvert. Certaines ressources, par exemple, peuvent avoir des attentes particulières par rapport à la clientèle. Un niveau de motivation, un niveau d'organisation, un niveau de conscientisation un peu plus élevé pour amorcer une démarche. Une fois de plus, je comprends. Cependant, est-ce que c'est réaliste avec la clientèle des services correctionnels? Évidemment, on a toutes sortes d'individus qui passent dans nos services, certains plus motivés, d'autres moins, certains plus organisés, d'autres moins. Mais est-ce que c'est réaliste de mettre des attentes un petit peu plus élevées par rapport à cette clientèle-là? Donc, ce n'est pas toujours évident. Beaucoup de cas de comorbidité, on parlait tantôt de multiproblématiques, hein, donc santé mentale, consommation, etc., qui fait partie également des enjeux. La question, on parlait de motivation tantôt, j'aimais bien entendre le discours de Chantal et Natacha sur la motivation. Est-ce que l'obligation légale signifie nécessairement la non-motivation? Parfois, c'est la façon de se présenter du client. J'en conviens que si on a un libéré conditionnel qui arrive dans une ressource thérapeutique et qui dit « Hey, salut, moi, les commissaires aux libérations conditionnelles, ils ont écrit sur ma feuille, il fallait que je fasse une thérapie, fait que je suis là. » On comprend que c'est peut-être pas le client idéal pour la ressource, mais c'est quand même important de mettre des attentes et de, justement, travailler en approche motivationnelle. Les organismes ont des philosophies différentes, évidemment, mais je crois que parfois, il faut mieux connaître de part et d'autre les services correctionnels et les organisations pour ouvrir nos horizons. Donc, moi, je parle souvent de la théorie des petits pas. Dernier enjeu, le suivi. Donc, parfois, c'est difficile de composer avec la contrainte légale, comme je le disais tantôt. Méfiance de certaines ressources à l'égard des services correctionnels. Deux craintes en particulier. La crainte de briser l'alliance thérapeutique, hein, s'il y a un échange d'informations, même si c'est dans les règles de l'art. Et la crainte également de se retrouver à la cour pour témoigner. Hein, on entend souvent des intervenants dire eh « bien, moi, je te transmets de l'information, je n'ai pas le goût de me retrouver au tribunal. » Donc, en connaissant nos réalités et en se partageant nos situations, je crois qu'on peut démystifier des choses. Précision quant à l'échange d'informations. On doit, comme intervenant correctionnel, savoir des choses, hein? La participation, la motivation, l'assiduité. Est-ce qu'on doit tout savoir?
Pas nécessairement. Le contenu, par exemple, des rencontres en thérapie n'est pas nécessairement utile toujours, tout dépendant de la mesure correctionnelle ou de la mesure sententielle en vigueur, évidemment. Mais c'est important de le préciser parce qu'il y a souvent des réticences à ce niveau-là. Je dois aller rapidement parce que j'ai quand même beaucoup d'informations. Je me dirige vers les solutions gagnantes. On fait du pouce sur ce qui a été dit un peu plus tôt, quelles sont les solutions gagnantes. La connaissance de l'autre, la connaissance des ressources, la réalité de l'autre peut être très gagnante avec l'intervention auprès de notre clientèle. Les trajectoires de service. Donc, important de favoriser la continuité des services, par exemple, entre le milieu ouvert et le milieu fermé pour, évidemment, notre mandat et pour le bien-être du client. Et ensuite, les partenariats, il y a différents projets. On a, entre autres, une excellente collaboration dans la région. Je me permets de parler un peu de l'établissement de détention parce que j'y arrive. Je suis en poste au service correctionnel en milieu ouvert depuis peu. Même si j'y ai débuté ma carrière il y a longtemps, j'ai passé une quinzaine d'années en établissement, donc je connais bien ce qui s'y fait. La collaboration avec l'organisme SIDAction, qui est excellente dans la région au niveau de la prévention, dépistage des ITSS. Et également un projet qui est actuellement en cours avec le CIUS afin de faire des trajectoires de services et améliorer les services en matière de dépistage, traitement, intervention auprès de la clientèle. Donc, évidemment, je pourrais vous parler pendant une journée probablement des services correctionnels, vous expliquer tout ça, mais je tente aujourd'hui de démystifier certaines choses. La clé de se parler, de se connaître, de mieux comprendre la réalité de l'autre pour mieux référer et évidemment pour le bien-être de notre clientèle. Merci.